Présent. Michel Chria. Bruno Normand. Présent. Christelle Demande. Kevin Lanty. Présent. Nicolas Lecat. Présent. Moi-même. Isabelle Levert. Éric Merlin. Présent. Delphine Pommier. Présente. Fatna Rafik. Présente. Carole Jusco. Présente. Valérie Thérier est excusée. Toujours en formation. Chantal Contremont. Présente. Clémentine Marc a donné pouvoir à Monsieur Lefebvre. Donc Monsieur Lefebvre Présent. et Anne-Gaëlle Miro. Présente. Je fais comme d'habitude tourner la feuille pour les margements. Je souhaitais démarrer sur quelques informations. Vous dire que les travaux de la cour de l'école, le plus gros est fait puisque la cour a été raclée, goudronnée. Comme on s'y était engagé, donc il y a devant, dans la cour même, une cinquantaine de mètres carrés qui sont dits renaturés, c'est-à-dire il n'y aura pas de couche de roulement, mais un espace entre la terre et des copeaux de bois, merci, avec quelques sculptures. Et la renaturation apparaît surtout devant l'école, côté rue Jules Ferry, où là, toute la partie qui était sur l'entrée, qui était donc très décorée, a été complètement remise en terre. Le déménagement, le retour dans les classes, donc, se fera le lundi fin décembre. Néanmoins, il y a encore quelques éléments qui ne sont pas posés. Entre autres, le jeu principal, comme on voit dans beaucoup de cours d'école, un jeu où les enfants peuvent grimper, etc., qui lui arrivera fin janvier. Et les sculptures donc, qui seront posées au niveau des copeaux de bois doivent aussi arriver fin janvier. On a une pas très bonne nouvelle sur les visiophones, puisque le délai a été rallongé par rapport à la commande. Et donc, tous les branchements sont faits, mais les visiophones devraient arriver dans 3 mois. Voilà, et là, on n'a pas de prise là-dessus. Durant ces travaux, quelques mésaventures qui augmentent le budget, puisque devant l'école, côté rue Jules Ferry, il a été découvert une canalisation qui ressemble plus à la dentelle, on va dire, qu'à une canalisation, et qu'on ne pouvait pas laisser en l'état, puisque ça signifiait des fuites d'eau, et sans doute depuis longtemps, donc il fallait vraiment intervenir. Nous avons donc demandé à l'entreprise présente, qui en avait les compétences, non seulement de changer la canalisation et sur quasiment 30 mètres, mais en plus de retravailler tout le regard avec les robinets d'arrêt d'eau, parce que ceci, pareil, n'avait pas été travaillé depuis, à mon avis, la construction de cette école. Et donc, voilà, il ne fonctionnait plus, le risque, il y en a un qui est resté dans les mains de l'ouvrier, et puis là aussi, il y avait des vrais risques de fuite. Donc autant refaire les choses correctement tout de suite, plutôt que d'attendre et se retrouver. On a aussi découvert, et ça vous verrez quand on vous parlera du budget 2022, qu'il va nous falloir malheureusement inscrire les gouttières de l'école, pareil, côté préau et côté logement de fonction, puisqu'elles ne sont pas simplement percées, mais elles sont vraiment ouvertes à un certain nombre d'endroits, ce qui avait déjà provoqué sur le goudron des trous relativement importants. Et donc là, sur un goudron jeune, neuf, etc.,
on a bien été prévenu que le risque, c'est que ça creuse aussitôt et que donc les travaux faits de ce côté-là, malheureusement, ne servent pas à grand-chose. Donc en tout, c'est quand même quasiment, enfin c'est plus de 10 000 euros de travaux supplémentaires de découverte. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle, mais en même temps, pendant qu'on dit, il faut le faire. Et on n'a pas le choix pour le faire. Autre élément peut-être aussi d'information sur le chantier des sentiers des immeubles là-haut. Donc si vous y passez, vous voyez bien que ça avance à grands pas, même si cette semaine, enfin depuis 2 semaines, ça a un petit peu ralenti. Peut-être que la météo n'aide pas à aussi bien travailler que jusque-là. Enfin là, jusqu'à il y a 2 semaines, ils avaient quasiment 2 semaines d'avance. Donc globalement, on est encore vraiment dans le timing. Je rappelle que ce chantier doit se terminer en avril 2022. Là, la bonne partie des plantations sont faites. On a encore, ça devrait se régler cette semaine, un souci avec l'éclairage public, puisqu'en fait, le fait de poser des nouveaux candélabres, le fait que le terrain soit beaucoup bougé par des machines, a provoqué, voilà, on creuse, on a beau avoir les plans, à 10 cm ou 20 cm près, des fois on prend le fil et on l'arrache. Et puis il y avait un autre où le fil touchait le candélabre, donc ça faisait sauter le quartier à peu près toutes les 10 minutes dès qu'on se mettait en route. Donc cette partie-là a été révisée. Malgré tout, pour ceux qui habitent dans ce coin-là, ça se voit bien. On a le bout de la rue Voltaire et les 2 impasses, l'impasse des Sentiers et ton impasse, je ne sais plus comment il s'appelle. Impasse Voltaire, voilà. Qui sont toujours dans le noir. Donc normalement, ils devaient commencer les travaux aujourd'hui et ça devrait être réglé avant la fin de la semaine. Ça nous a valu quelques réunions un peu épiques parce que le siège se retournant contre Eiffage se retournant contre d'autres, enfin bref, il a fallu un peu taper du poing sur la table pour un moment dire que y a des enfants qui prennent le bus tôt le matin, il y a des gens qui partent travailler tôt, et que sans lumière, ça provoque quand même un risque important pour les gens qui traversent les rues, prennent le bus, etc. Voilà, et puis je suis normalement censé vous faire toute une information sur le dernier comité syndical du siège, qui est en partie, alors qui est très financier, puisque ils ont voté une DM que je vous passe, ils ont voté le budget primitif 2022, qui globalement reste à peu près dans les mêmes eaux, avec une section de fonctionnement donc équilibrée à 21 864 000. Là, on se met à rêver, parce que nous, on aura ça, voilà. Il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants, et notamment dans les dépenses d'investissement, puisque le siège continue à développer des bornes de recharge pour véhicules électriques, et qu'ils investissent aussi dans des logiciels justement pour la détection des réseaux d'éclairage public en zone urbaine. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir des outils un peu plus adaptés, on va dire, pour notamment le traitement des pannes. Ils se lancent aussi dans la filière biométhane. Voilà, c'est ce que dit tout cela. Et j'ai demandé à Hélène de regarder, puisqu'il semblerait qu'il y ait une ligne qui permettrait peut-être d'aller chercher des fonds de concours sur la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Voilà, donc on va essayer de creuser cette partie-là, parce que il y a les subventions d'État, les subventions du département, celle de l'AGLO, mais si on peut en trouver des supplémentaires, je ne vous cache pas que ça nous est bien. Voilà. Sur les recettes d'investissement aussi,
Ce qui est intéressant, c'est de voir que le siège est allé chercher de l'argent auprès de la région, mais aussi auprès de l'Union européenne, ce qui leur permet notamment d'essayer de développer les stations hydrogène. Voilà pour ce qui était des affaires financières. Ensuite, ils ont voté une ouverture de ligne de trésorerie à hauteur de 5 millions d'euros. Voilà. T'as raison, Michel. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Pour le reste, ce sont des éléments d'information sur d'où ils perçoivent leur financement. Donc, je vous passe la liste parce qu'elle est assez longue. Et enfin, je pense que dans les conflits, ils se sont dotés d'une compétence autour de l'élaboration d'un schéma directeur de tout ce qui concerne justement les bornes de recharge et de la mobilité électrique. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant parce que pour l'instant, ce sont les communes, mais ils sont en train de passer des conventions avec les EPCI, c'est-à-dire avec l'AGLO, et donc il faudra aussi que nous puissions regarder dans le temps, voilà, en quoi on peut en bénéficier au-delà de celles que nous avons déjà, mais qui ne fonctionnent pas pour toutes les marques de voitures, si j'ai bien compris. Voilà. Et puis, enfin, mais là, nous ne sommes pas directement forcément concernés, mais c'est pas inintéressant sur l'aménagement du territoire au sens large. Il propose un accompagnement technique et financier expérimental pour les collectivités en matière d'études et de mise en œuvre de chaufferie bois ou associé à un réseau technique. Donc il ne vendrait pas de chaleur, ce n'est pas le projet. Le projet, c'est bien d'accompagner les collectivités à la mise en place de ce type de fourniture de chaleur. Et pour cela, ils ont une convention avec l'ADEME, que tout le monde connaît autour de l'environnement, pour 5 ans. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de vous envoyer ce document avec le prochain procès-verbal pour que vous puissiez le lire évidemment plus attentivement que la lecture express que je viens de vous faire. Je pense que c'est toujours intéressant malgré tout de lire ces documents parce que vous voyez, on finit par voir qu'on peut peut-être aller chercher quelques subventions. Et puis, c'est quand même notre partenaire principal sur l'éclairage public. Et donc, toujours intéressant de savoir où ils en sont. C'était les informations. Je souhaite pouvoir demander pour un Bruno, par exemple, d'être secrétaire de séance. Alors, je te rassure, Bruno. C'est un visage, ça. Aujourd'hui, un titre honorifique. Pendant quelques temps, ça ne l'était pas. Mais maintenant, c'est un titre honorifique. Voilà. Il faut un nom sur le pays. Et je vous propose donc l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du mercredi 10 novembre. Y a-t-il des questions? Oui. Oui. Sur la DMA, en fait, contrairement à ce qu'on avait voté, c'est écrit plus 2000 et plus 2000, alors qu'il y avait plus 2000 d'un côté et moins 2000 de l'autre. Sur la note de synthèse qu'on vous avait envoyée. Oui, c'est ça. Oui. On avait expliqué que c'était 2000, c'est l'ouverture de crédit supplémentaire. Oui, mais en fait, quand on rajoute d'un côté, on enlève de l'autre. C'est pour ça que ça si c'est l'ouverture de crédit supplémentaire, c'est plus. C'est plus sur le budget. Oui, Oui. Oui, parce qu'en fait, il faut pouvoir le financer, c'est ça. Oui. On a plus de recettes, donc on fait plus de dépenses. Oui. Donc c'est plus. D'accord. Mais on les enlève, en fait. Pour les... Non, plus. Non, en fait, on encaisse. Alors, la note de synthèse, il y avait une erreur. Oui, tout à fait. On l'avait dit en conseil. Parce que, en fait, on a encaissé une somme supplémentaire au titre des assurances, et donc on l'a remis en crédit sur la ligne dont on avait besoin. Donc c'est bien du plus. Oui. Et c'était bien une erreur, effectivement. Dans la note de synthèse, tout à fait. On pourra pour sortir la délibération, vous verrez, c'est écrit bien plus que ça. Il n'y a pas de souci. D'autres questions?
D'autres interventions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Oui, bah c'est ton boulot, ça. Alors, je vous propose un sujet qui est important maintenant et qui prend la forme d'un débat. Donc, je vais vous exposer un petit peu les faits. Et puis, voilà, chacun pourra réagir s'il le souhaite. Donc, en fait, nous avons, depuis le 1er janvier 2016, les employeurs du secteur privé ont l'obligation de proposer une couverture complémentaire de santé collective à l'ensemble de leurs salariés, avec une obligation de financement à 50% de cette cotisation. Et les salariés, quant à eux, ont en principe l'obligation d'adhérer à la mutuelle collective. Dans l'objectif d'harmoniser les pratiques et les droits entre la fonction publique et les entreprises privées, le législateur a souhaité engager une réforme de la protection sociale complémentaire à travers la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Donc, nous allons, en application de cette loi, l'ordonnance du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents fonctionnaires et contractuels de droit public. Nous sommes toujours dans l'attente des décrets d'application. Pour autant, nous avons l'obligation d'avoir ce type de débat avant le mois de février de l'année 2022. Comme voilà, j'ai souhaité qu'on l'ait maintenant parce que on ne sait jamais, les conditions sanitaires et tout le reste feront peut-être que janvier sera un peu compliqué pour avoir un débat. Donc j'ai souhaité l'inscrire aujourd'hui. Donc jusqu'ici, les collectivités pouvaient décider de participer à deux choses. La première, donc, c'est la mutuelle santé, celle qui permet les lunettes, le médecin, les dents, etc. Et puis la deuxième chose, c'est la prévoyance, qui elle permet, s'il y a maladie ou accident, de maintenir le salaire au-delà des 3 mois légaux. Dans la fonction publique, pendant 3 mois, vous gardez votre salaire, et puis après, vous passez à demi-traitement. Et donc, pour que les gens soient couverts en cas de maladie longue, par exemple, ou tout simplement, il y a ce qu'on appelle la prévoyance. Et cette prévoyance, à hauteur différente, elle devient aussi obligatoire dans la participation des employeurs que nous sommes. Tout cela doit être mis en place pour la prévoyance avant le 1er janvier 2025 et pour la mutuelle santé au 1er janvier 2026. Il y a 3 possibilités pour une commune aujourd'hui de travailler le sujet. La première, c'est que le centre de gestion va faire un marché public pour un certain nombre de collectivités et donc essayer de, je dirais, faire descendre les prix des assurances de telle façon à proposer aux collectivités une prévoyance et une mutuelle santé. La deuxième, c'est que nous fassions nous-mêmes la démarche, c'est-à-dire que nous lancions un marché auprès de groupes d'assurance pour faire nous-mêmes ce que le centre de gestion est en train de faire, comparer les prix, comparer les avantages de chaque assurance et finir par en choisir une. Et la troisième possibilité est de partir sur ce qu'on appelle les assurances labellisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
l'État reconnaît à un certain nombre de grands groupes d'assurance, Groupama, la MNT, il y en a un autre. Je ne sais plus, il y a une liste assez conséquente quand même de mutuelles qui ont été labellisées. Et dans ce cas-là, on peut travailler avec nos propres salariés à regarder si leur couverture est labellisée et prendre en charge une partie de cette couverture. Alors, c'est une prise en charge mensuelle qui apparaît sur le bulletin de salaire et qui est bien évidemment à nos frais. La première solution du centre de gestion, c'est que la difficulté qui apparaît aussi bien pour le centre de gestion que pour le fait qu'on lancerait un marché par nous-mêmes, et le fait que ça devient un contrat en fait qu'on rend obligatoire pour l'ensemble des salariés. Vous comprenez, c'est parce qu'on a tel avantage, nous on dit, par le centre de gestion, ils retiennent Groupama à la fin. Si on passe une convention avec eux, on sera obligé d'imposer à nos salariés de prendre Groupama. Si on le fait nous-mêmes, ça sera la même chose. On sera obligé, par convention, de dire c'est un tel qui a été retenu, donc il a tout le marché. L'avantage, me semble-t-il, mais je veux bien en discuter, c'est qu'en partant de l'assurance des personnes, il y a de fortes chances qu'il y en ait un certain nombre qui aient déjà des assurances labellisées, et que donc on vienne plutôt les aider parce qu'elles vont conserver la même assurance, mais au lieu de payer, je ne sais pas, 80 € par mois, elles vont payer 80 moins la participation de la commune. D'autre part, il y a des hommes ou des femmes qui sont sur la mutuelle, par exemple, de leur conjoint. Et le conjoint, il est engagé dans une mutuelle, et si nous, on les fait passer à une autre mutuelle, par exemple, globalement, ils vont payer deux, parce que le monsieur ne pourra peut-être pas se retirer de la première comme ça. Il y a des deadlines pour pouvoir négocier des contrats. Et il y a des contrats qu'on ne peut pas dénoncer quand ce sont des entreprises qui obligent. Voilà, c'est ça. On ne peut pas les dénoncer si monsieur est à l'entreprise. Par contre, peut-être que sa femme est déjà couverte et que donc, dans ce cas-là, ça se retrouverait alors, soit à avoir deux assurances, soit à ne pas bénéficier de la commune. Donc, là aussi, c'est un petit peu compliqué. Et l'autre avantage que moi j'y vois dans l'analyse que j'ai essayé de faire de tout cela, c'est que peut-être aujourd'hui, nous avons des salariés qui ont des mutuelles un peu chères ou qui ne rendent pas forcément beaucoup de services, et qu'on pourrait, au moment où on met cela en place, les accompagner à changer, peut-être dans 6 mois ou 1 an, en fonction là aussi des choses desquelles on doit se dégager, mais on pourrait les accompagner à peut-être avoir une assurance plus pertinente qui couvre mieux la famille ou les enfants et pour lequel on pourrait prendre en charge une partie. Voilà, donc ça c'est les 3 éléments. Maintenant, voilà, c'est un débat, hein, donc s'il y a des questions, s'il y a des... Oui, peut-être qu'en fait, il faut déjà dans un premier temps les rencontrer pour voir un petit peu quels sont leurs souhaits, s'ils ont déjà, pas, puis voir un petit peu la tendance générale, voir ce qu'ils préfèrent comme solution et puis leur proposer. Alors c'est exactement la méthodologie que je voulais vous proposer, parce que en fait là j'ai repris un peu différents éléments. On a donc actuellement 13 agents, plus un agent en disponibilité, mais un agent en disponibilité ne bénéficie pas de ce genre de mesures. Et nous avons des gens
qui ont, pour certains, un certain âge, hein, puisqu'on est sur une moyenne d'âge de 53 ans. Donc, voilà, donc globalement, ça va de... Mis à part la personne en disponibilité de 41 ans à 64 ans. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, nous avons des gens qui ont, pour la plupart, hein, de l'ancienneté. On est sur une moyenne de 15 ans d'ancienneté, quand même, hein, sur notre personnel. Donc, forcément, des gens installés dans des systèmes. Et donc, en fait, ce qu'on a pu imaginer quand on en a un peu discuté avec Hélène, c'est qu'on puisse effectivement rencontrer les gens et qu'on puisse regarder comment aujourd'hui ils sont couverts et ce qu'ils attendent aussi de leur prévoyance, parce que sur la prévoyance, il y a différents niveaux. Donc, c'est aussi de leur expliquer ce que c'est une prévoyance, mais aussi de regarder les différents niveaux de couverture. Et puis, quelqu'un qui va partir à la retraite, la prévoyance, ça ne va pas forcément l'intéresser, hein, puisqu'elle va partir à la retraite. Donc, l'idée, c'était de se dire, on a une obligation en 2025 et 2026. On a des gens qui vont partir à la retraite, globalement fin 2022, pour faire court. Et on se donnerait bien l'année 2023 pour travailler avec les personnes encore en poste et les nouveaux arrivants, pour justement travailler au quotidien et de façon en proximité, hein, de façon proche, comment elles sont couvertes, comment elles souhaitent être couvertes, et qu'on puisse ensuite regarder quel type d'assurance ils ont aujourd'hui, combien leur coûte aussi tous les mois. Oui, puis leur proposer un comparatif de ce qu'ils pourraient avoir comme remboursement, par exemple. Et de regarder. Il faut que ça soit concret, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut que ça soit concret, qu'on puisse être transparent et pédagogique avec eux, hein, de façon à ce qu'ils y gagnent. Hein. L'objectif du législateur, c'est bien que les gens y gagnent, soient mieux couverts et soient assurés d'avoir une aide au paiement. Parce que certains, des fois, font le choix d'avoir des toutes petites mutuelles. Et, non, mais le problème, c'est qu'on a un gros souci de santé. C'est ça. Ou les enfants, avec les lunettes, les dents, etc., ça peut parfois revenir cher à la fin. Donc, il faut vraiment avoir une bonne couverture. Donc, la proposition, c'était de dire que on laisse partir les gens à la retraite, parce que de toute façon, ce ne sont pas les gens qui vont être les plus concernés. On travaille avec les personnels nouvellement arrivés, plus ceux qui demeurent en poste. On prend du temps pour être pédagogique et puis commencer à regarder quel type d'assurance ils ont, si cette assurance est labellisée, et pour pouvoir avoir une vraie prise en charge et d'être de force de proposition pour eux au 1er janvier 2024. Voilà ce que je souhaitais pouvoir vous proposer. Alors, c'est pour nous aussi un calcul à faire dans le temps, puisque, pas pour la prévoyance, mais pour la mutuelle, un salarié qui partirait en 2027, par exemple, à la retraite, pourra continuer à prétendre à avoir l'aide de la mairie sur la part de la mairie. Donc, c'est quand même un calcul un peu à long terme à faire et à anticiper. Et en fonction aussi des mutuelles, on pourra de nouveau peut-être aussi redébattre ou vous faire des propositions sur le niveau de prise en charge qu'on propose en fonction des contrats que les gens ont. La prise en charge de la partie communale, elle est de 50% d'office ou elle dépend Elle est entre guillemets au bon vouloir de l'employeur. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je pense qu'il faudra qu'on en discute à ce moment-là, parce que
c'est aussi en fonction des salaires, par exemple. Quelqu'un qui a un tout petit salaire a peut-être besoin d'être plus aidé. Là. C'est moins vrai chez nous parce qu'on a essentiellement des catégories C. Mais dans une plus grande commune, par exemple, le choix peut être fait de dire on aide plus les catégories C qui ont des plus petits salaires et on aide moins les catégories A qui en général ont un plus gros salaire. Voilà, ça peut aussi être ce choix-là. Donc ça, il faudra qu'on regarde en fonction de ce que les gens payent déjà, perçoivent, ou peut-être que l'aide de la commune leur permettra de changer de tranche d'assurance et de prendre une prévoyance, par exemple, qui couvre mieux que la prévoyance de base. Et le fait de passer par le centre de gestion, si j'ai bien tout compris, je comprends l'histoire des assurances labellisées, prendre au cas par cas, ça peut être une solution, mais se dire que le centre de gestion négocie un contrat groupé pour plusieurs communes, logiquement, ça devrait faire baisser les coûts et augmenter la prise en charge, non? Oui et non. D'accord. Non, mais je me demande. Pourquoi oui et non? Oui, parce que, comme tu dis, au nombre de communes qui pourraient adhérer à ce groupement. Non, parce que le centre de gestion aura peut-être que 3 participations différentes, 3 seuils de remboursement, et ce qui obligera les employés à aller dans ces seuils-là et ne plus avoir une liberté sur les besoins. D'accord. Et ça, c'est la liste. D'accord. Voilà, donc je ne sais pas si d'autres veulent s'exprimer sur le sujet. C'est un vrai enjeu pour les salariés, très clairement, parce que c'est pas bien si demain une mutuelle qui coûte, je sais pas moi, 80 €, il n'en paye plus que 60, c'est toujours ça qui a mis sur le bout. Hein. Mais c'est aussi un enjeu financier pour nous, hein, puisque 13 fois 20 fois 12, je vous laisse faire le calcul, que pour la mutuelle, et après il y a la prévoyance à avoir aussi. Donc je pense que de toute façon pour la prévoyance, si un certain nombre ne doivent pas en avoir, il faudra qu'on soit force de proposition, mais dans ce cadre-là, si c'est labellisé, il faudra aussi qu'on regarde si leur propre assurance, où ils sont déjà pour la mutuelle, ne fait pas la prévoyance. En général, ils la font en plus. Donc, ça permettrait peut-être d'étendre aussi leur couverture et d'être plus aidant sur des accidents de vie, tout simplement. On part comme ça. Oui. Alors, donc, c'est alors à la fin, ça s'appelle un débat, mais à la fin, on nous demande quand même de prendre une délibération. Je trouve ça assez intéressant. Et donc, je vous demande de prendre acte de la tenue du débat sur la protection sociale complémentaire des agents territoriaux, conformément à la réglementation en vigueur et selon les termes tels qu'exposés ci-avant. Donc, je reprends juste pour synthétiser. Nous partirions plutôt sur les assurances labellisées et nous le proposerions donc au 1er janvier 2024 en ayant pris au moins un an de concertation avec l'ensemble des salariés. Ensuite, je vous demande de prendre acte des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection sociale complémentaire des agents territoriaux. C'est donc l'obligation pour l'employeur de participer. De prendre acte malgré tout des orientations du centre de gestion de l'heure, parce qu'on nous demande quand même de dire qu'on a fait l'information que cette possibilité-là existait, et donc de m'autoriser ensuite à procéder à toutes les formalités afférentes. Sachant que, bien évidemment, je pense que sur les décisions que nous prendrons, nous reviendrons devant le conseil municipal, parce que je trouve que c'est un sujet suffisamment important pour qu'au fur et à mesure, on ait des informations et que vous puissiez délibérer à un moment sur la prise en charge de la commune en ayant l'ensemble des éléments, bien sûr. Hein, parce que de dire on y met 10 €, pourquoi 10 €? Et puis si effectivement
qui avaient déjà en fait quelque chose, il y avait juste la sécurité sociale, il faudrait aussi se poser la question Exactement. de revoir aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est pour ça que, voilà, on va travailler cela avec eux et après on y reviendra. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons de nouveau une DM. Là, je pense qu'on va finir par faire une DM de 10 euros. Nous avons une DM2. Alors, pour vous expliquer le pourquoi de cette DM, nous avons, j'essaie de rappeler tout ce que vous m'avez dit, Hélène, parce que nous avons un certain nombre d'élus cotisent à Carrel. Nous avons à un moment trop versé à Carrel. Nous avons essayé de négocier avec eux qu'ils amenuisent les mensualités qui restaient à payer afin de rattraper la somme que nous avions trop versée. Carrel n'était pas forcément contre, par contre le Trésor public, c'était impossible pour eux de le comprendre. Et il fallait fournir tellement de papiers qu'on s'est dit à un moment, ça devient trop compliqué. Donc, Carrel a fini par nous dire, eh bien, puisque c'est comme ça, je vous rembourse de ce que vous avez trop payé. Oui, c'est logique. Voilà. Donc, en fait, dans cette DM, je vous propose d'intégrer les 340 euros que Carrel rembourse et de les positionner donc sur la dépense de fonctionnement, cotisation de retraite, puisque nous allons continuer à payer un petit peu trop, mais en ayant déjà eu le remboursement de la différence. Je ne sais pas si je suis clair, parce que c'est une stratégie un peu. Voilà. Donc c'est 340 euros qui ont été remboursés. On affecte donc à remboursement sur rémunération Mais c'est juste à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Après, il change la mensualité. Ah bah oui, après, oui. C'est parce que c'est toujours des choses civiles, en année civile. Oui, c'est des taux qui sont appliqués. Voilà, et donc, et comme ça permet que l'année, on ait dépensé la somme réelle, et pas ni trop, ni qu'on ait plus assez d'argent sur la ligne pour ne pas finir de payer les cotisations. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Alors, on attaque le taux de la maison. Voilà. L'année dernière, si vous vous souvenez, nous avions fait une délibération en précisant que le toit de la mairie fuit. Il n'y a pas eu de réparation d'effectuer, que la charpente est très fortement endommagée. Vous imaginez bien que la situation ne s'est pas améliorée. Je crois que c'est pas le bon. Nous avions, au cours de l'année, nous avions obtenu 29 159 euros sur un total, hors taxe, tout ça, sur un total de travaux à 72 898 euros. Et nous n'avons pas pu réaliser, parce que financièrement, la cour de l'école et le toit de la mairie, c'était trop lourd pour une seule année budgétaire. Et donc, nous avons obtenu l'autorisation de l'État de conserver la subvention de 29 159 euros sur l'année 2022. Mais cette fois, avec l'obligation de faire les travaux en 2022. Entre-temps, Christelle et moi avons réépluché les fonds de concours de l'agglomération Seineur et nous avons trouvé un fonds de concours pour les travaux de rénovation énergétique.
Or, il se trouve que dans les travaux que nous prévoyons, si on refait la charpente et la couverture, on en profite pour isoler le toit. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens à l'époque où on vit. Et par ailleurs, nous avons une chaudière à la mairie qui, en fin de vie, voilà, on va dire comme ça. Régulièrement, elle tombe en panne, les pompiers du village passent, et nous dit oh, je ne sais pas si cette fois-ci je vais y arriver. Bon, il y arrive encore, mais j'ai bien peur que ça ne dure pas très longtemps. Et donc, et puis elle est vieillissante, donc elle consomme aussi beaucoup maintenant, quoi. Et donc l'idée, c'est qu'on avait intégré une nouvelle chaudière aussi pour la mairie dans nos demandes de travaux. Or, au niveau de l'agglomération, le fonds de concours de travaux pour rénovation énergétique comprend l'isolation et le changement de chaudière, puisqu'évidemment, on met une chaudière beaucoup plus performante en termes de déperdition. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est que le fonds de concours peut aller jusqu'à 50% de ce qu'il reste à payer, à condition qu'il reste toujours 20% pour la commune. Vous savez, c'est les fameux 80-20. Or, il se trouve là qu'ayant obtenu 29 159 euros de décile de l'État, si vous faites 72 moins 29, vous obtenez 43 et quelques, et donc on peut demander un fonds de concours de 21 869,50 euros, ce qui ferait qu'il ne resterait que, c'est déjà pas mal, à la charge de la commune, 21 869,50 euros. Globalement, on se fait payer les 2 tiers. Je le fais un peu à la louche, mais on se fait payer les 2 tiers de l'ensemble des travaux. Et je vous assure qu'il est vraiment plus que temps, puisque maintenant je ramasse les billes quand j'arrive à la mairie le matin. On a encore retrouvé avant-hier, enfin hier. Donc voilà, donc c'est juste cette délibération m'autorise à demander le fonds de concours officiellement. Et vous avez choisi l'entreprise qui va faire la facture? Alors, on a fait faire 2 devis pour l'instant. De toute façon, il va falloir les réactualiser voilà, pour parce que nos devis datent un petit peu. Clairement, il y avait une entreprise un tout petit peu moins chère qu'une autre, mais la plus chère, celle qui coûtait un peu plus, proposait un service supplémentaire, c'est-à-dire qu'elle proposait de souffler de la ouate de cellulose au-dessus du plafond de la salle du concert. Oui, ça permet d'isoler. Ça isole, et même phoniquement, ça résonnerait sans doute moins que ça ne résonne. Donc voilà, donc on va faire réajuster les devis, et on vous les représentera, de toute façon, on les représentera à partir du moment où on aura les nouveaux devis. Et les deux sont, il y en a une vérisienne et l'autre juste à côté. Voilà, pour être clair. Donc voilà, y a-t-il d'autres questions? Des abstentions? Les votes contre? Je vous remercie. Toujours dans les demandes de subventions. Là aussi, si vous vous souvenez, nous avions passé une délibération par rapport aux hydrants et à la défense incendie. La commune de Léry, aujourd'hui, a 3 points non couverts par la défense incendie. La première, c'est sur la rue des Émotels. La deuxième, c'est sur l'arrivée vers Val-de-Reuil de la rue du 11 novembre. Et la même chose du côté de la rue de Verdun. Pour rappel, la défense incendie, maintenant depuis 2017, le département de l'Eure a rendu obligatoire le fait qu'un hydrant soit à 200 mètres maximum par voie carrossable d'une construction ou d'un lieu susceptible d'être éteint lors d'un incendie.
Et donc, depuis 2017, ces deux parties de voie-là ne sont plus couvertes puisque on n'a pas les 200 mètres pour aller couvrir les dernières maisons. Nous avons donc fait faire deux choses. La première, c'est un diagnostic par Veolia sur la capacité de rendement des tuyaux, puisqu'il faut un certain débit pour pouvoir installer un hydrant. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que rue Verdun et rue du 11 novembre, les hydrants sont corrects. Le jour où on s'attaquera à la rue des Émodèles, ce sera plus compliqué parce que là, le débit est de 65, alors qu'on lui a demandé quasiment le double dans la capacité du débit. Nous avons ensuite fait faire un diagnostic par le SDIS qui propose aujourd'hui des outils vraiment très intéressants et notamment une visualisation. Ils font par cône, vous voyez, ils posent des cônes sur des cartes pour nous dire, tant qu'on est dans le cône ou sur la bande orange autour du cône, ils considèrent que les maisons sont couvertes. C'est ainsi qu'ils sont arrivés à nous dire qu'il faut en fait poser un hydrant du côté de chez toi, Merci. un petit peu avant, et puis de l'autre côté, rue Verdun, globalement à l'endroit où il y a les terrains EPFN. Vous voyez, là où il y a les trois arbres, etc. C'est à peu près à ce niveau-là. Toutes ces choses-là coûtent un certain argent et coûtent hors taxe 21 912 €. Mais là aussi, comme le département de l'Eure n'est pas du tout au fait par rapport aux 200 mètres, puisque ça a été longtemps 400, vous imaginez bien qu'un certain nombre de communes sont restées à 400 et n'ont pas encore eu le temps de travailler ou parfois pas les moyens. La DSIL peut soutenir l'investissement à hauteur de 50%. Alors, ça ne veut pas dire qu'on obtiendra 50%, mais on peut demander jusqu'à 50%. Donc, soit il y a beaucoup de communes qui font de la défense incendie et on n'aura peut-être que 35 ou 40, soit cette année, il n'y en a pas trop qui en font et on aura peut-être la chance d'avoir 50. Voilà, donc ça c'est pour l'État. Donc, je vous demande donc de m'autoriser pour cette opération à percevoir l'aide attribuée par l'État si on l'avait, à signer tout document relatif, à valider évidemment la totalité de l'opération et d'engager la collectivité à mener à terme l'opération pour la couverture défense incendie. Et j'en profite tout de suite, puisque on les votera par après, mais c'est juste pour la continuité de mon propos. De la même façon, le département s'est aperçu que son exigence de 200 mètres était compliquée pour les communes et donc peut soutenir l'investissement à hauteur de 30%. Donc globalement, ce que je vous demande dans chacune des opérations, c'est de demander 50% à l'État, 30% au département, et si nous avions la chance d'avoir les deux, nous aurions une opération financée à hauteur de 80%. Et donc il resterait 20% des 21 000 à notre charge. Je vous tiendrai au courant. Pour la première demande de subvention à l'État pour la défense incendie, y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Pour la demande de subvention au département pour la même défense incendie à hauteur de 30%, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Je vous remercie. Autre particularité du Trésor public en ce moment, un habitant a souhaité remercier la commune en faisant un don au CCAS de 20 €. Il est dans mes délégations que nous avons pris au premier conseil municipal le droit d'accepter les dons et legs sans repasser devant le conseil municipal, en faisant l'information au conseil municipal, mais sans la délibération.
Voilà, voilà. Sauf que ça fait plusieurs jours qu'Hélène, alors le Trésor public a refusé l'encaissement du chèque de 20 euros. Enfin, le Trésor public refuse un encaissement. Je tiens à le signaler. Et donc, Hélène a fait un certain nombre de mails pour expliquer que j'avais la délégation, donc on pouvait l'encaisser. Et nous n'avons toujours pas de réponse. Donc nous avons décidé de faire une délibération qui m'autorise à faire encaisser le chèque pour qu'ensuite le CCAS puisse prendre une délibération pour accepter le don pour 20 euros. C'est comme si vous aviez vendu le livre, en fait. C'était le prix du C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'on sait d'où vient l'argent? Non, mais parce que 20 euros, il faut tracer l'argent. Il y a eu trop de Larry Peppers et tout, j'en veux pas. C'est ça. Maintenant, si on calcule le temps passé à taper les délits, à rester en réunion et qu'on quantifie, je pense qu'on en a pour plus de 20 euros, si tu veux. C'est Donc, vrai, c'est possible. voilà, je trouvais que c'était bon. Peut-être là, prenons-nous pour rien, parce qu'ils vont peut-être finir par nous répondre: ah, bah, si Madame le maire a la délégation, on l'encaisse tout de suite. Je préfère qu'on le prenne, parce que sinon, c'est un chèque qui traîne, qui est dans le coffre-fort, et ça ne sert à rien de faire dormir les 20 euros. Voilà, voilà. D'autant qu'il y en a déjà eu de ce genre de Oui. donc, qui sont passés. Qui sont passés. Mais là, il répond. Ça devient vraiment compliqué de travailler avec la DGP. Je trouve que. Ils sont plus loin. Alors... Ouais, ils sont plus loin. Ça, on ne peut pas se déplacer pour aller rechercher. Oui, puis on n'a plus d'interlocuteurs identifiés comme on avait avant. Et je pense qu'ils sont noyés par les mails, donc on peut faire des mails, ça ne répond pas. Non. Donc voilà. Y a-t-il des abstentions, des votes contre 20 euros? Je vous remercie. Je suis content de ce compte. C'est ça. Toujours une affaire d'argent, mais cette fois nous avons obtenu le financement. Vous aviez dû avoir l'information d'ailleurs. Nous avons obtenu un fonds de concours équipement de vie scolaire pour la cour de l'école. Donc ça c'est l'aglo. Et donc, la seule chose, c'est que dans la délibération, nous aurions dû mettre la petite phrase autorise Madame la maire à signer la convention. Et nous n'avons pas mis la petite phrase dans la délibération. Donc je suis obligé de repasser une délibération pour que vous m'autorisiez à signer la convention qui nous permettra de toucher les 19 254 euros sur la cour de l'école. Donc Bertrand, tu n'es pas d'accord? Pas d'accord. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une erreur, maintenant on sait qu'il faudra écrire qu'on autorise tout de suite à signer la convention. Comme ça, la prochaine fois, je ne passerai pas une délibération supplémentaire. Voilà. Donc, juste pour rappel, hein, c'était un fonds concours qu'on est allé chercher après les autres. Voilà. Et qui dit simplement voilà, que ça sera versé à 50% en lancement des travaux. Là, c'est un petit peu raté, puisque. Mais on peut demander tout à la fin, voilà, c'est ça. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, il faut fournir les attestations de paiement des entreprises, les factures acquittées, etc. Mais comme pour toutes les subventions, ça c'est. Mais du coup, comme c'est pas passé, on peut pas augmenter un peu avec tous les trucs, toutes les surprises qu'on a eues. Non, comme c'est pas passé la dernière fois, peut-être. Le problème, c'est que la somme, elle a déjà été votée par le conseil communautaire. Il ne manque plus que la convention. Donc, sauf à écrire un chiffre faux sur la convention, mais je m'y autoriserai pas à ça. Voilà. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et enfin, je vous propose. Alors, sur une convention tripartite. Depuis plusieurs années, M. Franck Manchon a une convention sur une parcelle ZD 128, qui est donc la parcelle qui appartient à la commune presque au bout de l'arrêt des Émotelles, en allant vers Pont de l'Arche.
Cette parcelle a trois parties, hein, globalement. Une très grande partie herbeuse, une partie un peu boisée en son milieu, et puis une autre partie plus petite, de nouveau herbeuse. Nous avons rencontré un apiculteur qui cherchait un terrain pour installer une dizaine de ruches qu'il produit lui-même. C'est un monsieur de Pont-de-l'Arche et qui donc fabrique son propre miel et qui, comme il l'a fait à Pont-de-l'Arche, en contrepartie de la mise à disposition d'une petite parcelle de terrain, propose par la suite des visites, des activités pédagogiques à l'école, et puis, ma foi, de vendre du miel à ceux qui sont intéressés pour acheter du miel. Voilà. Monsieur Manchon avait jusqu'ici une convention gratuite d'occupation de cette parcelle en entier. En contrepartie de quoi il entretient en fait le terrain, il plaire, il fait attention au tailler, etc. Et il fait paître ses cheveux. Cette convention avait déjà été installée et elle arrive à terme, là, à la fin de l'année 2021. Donc de toute façon, si on souhaite, et c'est sa demande, la reproduire, il faut qu'on la renouvelle quoi qu'il arrive. D'autre part, on a donc fait rencontrer M. Manchon et M. Vasse, c'est l'apiculteur, pour voir s'il y avait une possibilité en fait que ce terrain soit partagé par les deux. Ils sont rendus sur place, ils ont visité, vous connaissez, ils ont regardé, etc. Et l'apiculteur a dit, mais moi ce qui m'intéresse c'est la petite partie boisée. Partie qui n'intéresse pas particulièrement M. Manchon parce que ses chevaux ne vont pas vraiment à cet endroit-là. Et donc, on les a reçus avec Isabelle notamment en mairie, et on leur a proposé une convention tripartite. C'est-à-dire, la convention elle est passée entre la commune et entre M. Manchon et l'apiculteur. Elle dit quoi, cette convention? Elle dit que, donc, est-ce que vous avez eu le petit schéma sur la note de synthèse? Non, pas de schéma. Alors, C'est qu'il y a un schéma, je juste que ça soit visible. Je vais la faire juste là. Donc l'idée c'est que la partie 3 sur le schéma, l'apiculteur s'engage à le clôturer, donc la partie boisée du milieu, s'engage à la clôturer, à installer ses ruches à l'intérieur, à mettre un portail, à confier une clé à M. Manchon et une clé à la mairie, et d'en garder une. Ceci afin que s'il y avait un problème, nous puissions accéder les uns et les autres à cette parcelle-là. Et M. Manchon garderait l'entretien, entre guillemets, de la partie 1 et 2. Voilà, ce contrat est conclu pour une durée d'1 an, renouvelable par tacite reconduction pour 4 ans. Ça ne peut pas excéder 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, même si tout se passe bien, il faut redélibérer pour redonner un contenu de convention. Ça, c'est assez classique. L'état des lieux, c'est ils prennent en l'état. Hein, parce que, voilà, on ne va pas faire... et c'est à leurs frais s'il y a un quelconque aménagement. Vous parlez là de clôturer, de mettre un portail. L'apiculteur s'engage à prendre en charge ces frais-là. Nous, ça ne nous coûte rien. Bien évidemment, dans la Convention, il est dit que l'exploitation ne peut pas porter atteinte à la tranquillité, la sécurité et à l'hygiène publique, et qu'il n'y a aucune nuisance sonore qui est autorisée, bien évidemment, c'est normal. Et nous, on peut effectuer tout contrôle pour vérifier que tout se passe bien. Voilà.
Les assurances, bah, évidemment, ce sont les personnes qui doivent prendre les assurances qui couvrent leurs activités. Hein, un cheval qui se blesse, c'est absolument pas la commune qui est responsable, c'est bien son propriétaire. Ils ne peuvent évidemment pas rétrocéder cette licence à quelqu'un d'autre, hein, et surtout pas sous forme de prière, parce que là, ça serait un petit peu exagéré. Voilà. Et je regarde s'il y avait autre chose. Oui, puis les résiliations, bah, c'est par lettre recommandée 3 mois avant. Enfin, voilà, c'est assez classique. Hein. Et je tiens à prévenir que dans la... Oui, si. Et je tiens à préciser que dans la délibération finale, c'est pas dans la convention, c'est dans la délibération. Que dans la délibération finale, nous ajouterons qu'il va y avoir en plus sur ce terrain-là un arrêté municipal d'interdiction de chasse. Ouais. Voilà. Et on aura le texte même de la convention Ah oui, bien sûr, on peut vous l'envoyer. Oui, bien sûr. Ah oui, c'est une convention qui est publique, il n'y a pas de souci. Renouvelable. Elle est renouvelable par tacite reconduction 4 fois. Au bout de 5 fois, il faut la redélibérer quoi qu'il arrive. Ça, c'est obligatoire. Et sinon, on partirait sur des conventions, vous savez, qui durent des années et des années. Et après, les gens s'estiment propriétaires à un moment, hein, quand ça dure trop longtemps, si on les oublie. Donc, voilà, il y a des questions par rapport à cette délibération. Non. Des abstentions? Des votes contre? Eh bien, je vous remercie. Je n'ai rien oublié de Alors, il y avait sur Facebook une question, la traditionnelle question. La fibre, question numérique. Mais là, il y a une bonne nouvelle. Oui, justement. Oui, mais à chaque fois, tu nous dis qu'il y a une bonne nouvelle. Il faut aller voir la carte. Prends le micro. Il faut aller voir la carte. Alors, la fibre, la carte a changé, elle était toute orange, elle commence à devenir verte. Bleu. Il y a 3 couleurs sur cette carte, elle est disponible sur le site www.heure-normandie-numérique.fr. C'est ta page d'accueil quand tu as une envie, non? C'est ça. Et vous cliquez dans où en sont les travaux et vous allez tomber sur la carte du département. Il y a globalement 3 couleurs qui nous intéressent nous. Le orange, qui signifie que les travaux sont en cours. Le vert clair, qui signifie que la zone a été récupérée et qu'on est dans la période de gel commercial. Et le vert foncé, qui indique que nous pouvons surfer sur le net en toute immunité. Donc voilà. Alors, sur les villes, il y a une partie qui est passée en vert clair, donc en attente d'activation de la fibre pour le gel commercial. C'est notamment le début de la rue du Souvenir en partant du cimetière, et une partie de la rue Jacques Delaunay, ainsi qu'une toute petite portion de la rue du 11 novembre, et la Voie Blanche. Voilà. Je vous invite à aller sur le site pour vérifier. La voie blanche, je crois. La voie blanche, je crois pas. Si, je l'ai vu moi. Non, mais ça dépend s'ils ont fait la réception de la boîte. Convention collective. Oui, moi je parle de la réception, je parle pas de l'activation. Ah non, c'est pas activé. Donc voilà, donc ça avance. Et parce qu'en fait, ça passe par la loi. Ouais, pas par le. En fait, avant, le passage de la fibre et de la DSL, c'est complètement différent. La DSL, ça a été fait, ça part d'un point et ça fait toute la commune. Là, la fibre, c'est multi-points, c'est-à-dire qu'ils ont. Le réseau n'a pas pu arriver. Bah, soit ils l'ont passé en aérien, soit ils avaient des mais sur la. J'ai regardé, mais j'ai pas vu le. Je sais pas. En tout cas, ça part de là, c'est sûr. Alors, le département est en train de monter un système qui s'appelle l'agence de la ruralité. C'est On pas a bleu. eu une réunion En bleu, c'est de deux moi, j'ai vu cantons bleu sur la la carte. semaine dernière.
Et il se trouve que le responsable de l'agence de la ruralité en termes d'élus, c'est Frédéric Boucher, qui a été longtemps le président d'Heure Numérique. Donc je vous laisse imaginer que les 10 maires qui étaient là, la première question que je vous posais, c'est et la fibre. Voilà, parce que tout le monde en a marre. Donc, globalement, dans les réponses qu'il a pu amener, parce que je pense que techniquement, il est monté en compétence là, très fort sur les branchements, etc. Parce que ce qui a été dit la semaine dernière, c'est que sur ce premier semestre 2022, alors peut-être à des dates différentes pour les uns et pour les autres en fonction de là où on est dans la commune, mais normalement, en juin 2022, ça devrait être. Voilà. Mais on nous l'a tellement dit que. On nous l'a déjà fait pour 2021. Et pour la petite histoire, quand même, il nous a donné une information. Orange en est à 15 millions de pénalités. On fait des PC Il n'y a rien pour la Et non, mais il semblerait que ça leur fasse globalement une chaud et froid, quoi. Ils représentent des milliards, ces gens-là. Tu dois donner 30 euros par mois. Oui, on verra. Mais, et normalement, une fois que la carte est en vert, vous devez commencer à être démarché par des opérateurs. Mais par mail, je proposais. Oui, non. Alors jusqu'ici, quand il vous appelait, vous disiez « Oh non, encore vous », mais là peut-être il faudra parler un tout petit peu plus. Si on va arrêter de raccrocher. La fibre qui arrive. Voilà, c'est les seules nouvelles. Et c'était la seule question, me semble-t-il, hein, Kevin. Oui. Hein, c'était la seule. Et j'ai répondu sur le réseau aussi, enfin sur Facebook, j'ai répondu aussi, en mettant le lien sous le commentaire. Super. Ils viennent d'agrandir la zone à l'ERI dans le Verca et je suis toujours pas dedans. Attends un peu, c'est pas juste. Attends un peu, il faut suivre le conseil, là, à mon avis, ça va bouger. Y avait-il d'autres questions? Non. Eh bien, je clôture cette séance et je vous remercie de votre présence. Bon.